Bonjour à tous, nous sommes le 5 novembre 2020. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette édition dont elles sont les faits saillants de l'actualité. Et à l'Assemblée nationale, des questions orales des parlementaires ont posé aux membres du gouvernement. Toujours dans l'actualité nationale, le ministre du Travail a réuni les hauts cadres des agences de l'emploi pour trouver une réponse face au chômage. Et dans l'actualité internationale concernant le Covid-19, le nouveau confinement donc en Angleterre passe assez mal chez les conservateurs. Bonjour à tous et nous entamons ce journal avec la deuxième séance publique de la seconde session ordinaire pour l'année 2020 de l'Assemblée nationale qui s'est tenue ce jeudi 5 novembre dans l'hémicycle sous la présidence du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed. Cette séance a vu la participation du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, des ministres des parlementaires avaient pour ordre du jour exclusif des questions orales au gouvernement lancées par les propos introductifs du président de l'Assemblée. La plénière a vu différents intervenants au banc des députés qui y ont engagé un débat riche avec les membres de l'exécutif, ont passé en revue les thématiques comme la santé, l'emploi, le secteur lié à l'eau, la pêche, etc. Et dans un discours fait à cette occasion, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, en clôturant cette séance, s'est fait le porte-voix donc de l'auditoire, en passant donc en relevant les satisfactions de la représentation nationale. Nous l'écoutons. Bismillahirrahmanirrahim. La séance est ouverte. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés et chers collègues, nous allons commencer les travaux de notre séance avec pour ordre du jour les questions orales au gouvernement. Je voudrais en premier lieu souligner qu'en application des prescriptions de la Charte fondamentale, le débat d'aujourd'hui est un moyen de contrôle de l'action du gouvernement qui permet aux députés de s'informer et de vérifier auprès des différents ministères du bon déroulement de l'action de l'exécutif, les actions menées pour concrétiser à court, moyen et long terme les préoccupations populaires. Concrètement, les parlementaires doivent être conscients de l'importance du contrôle du gouvernement et de poser des questions d'actualité pertinentes aux ministres qui se rapportent aux intérêts et préoccupations de leurs mandants qui les ont élus. Afin de fructifier les prochaines heures que va durer ce dialogue, je tiens à rappeler un minimum de règles indispensables au bon déroulement de l'exercice démocratique que l'hémicycle s'apprête à vivre. L'une des stipulations du règlement intérieur de notre institution, titre 3 et article 64 et suivants, est que les questions orales au gouvernement sont organisées dans un temps précis. En effet, les groupes majoritaires comme minoritaires disposent d'un temps limité de prise de parole. Pour cette séance, les inscrits sont au nombre de 15. Vous comprendrez bien qu'en 2 heures de temps, les parlementaires ne pourraient s'exprimer tous, mais ils auront l'occasion de le faire lors des prochaines séances qui pourront avoir lieu chaque jeudi de semaine si et seulement si les parlementaires se manifestent. Dans le reste de l'actualité, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, a présidé ce matin à l'état-major général des armées une réunion de concertation. Le ministre de la Défense a été accueilli sur le perron
par le chef d'état-major de la défense et le chef de corps du régiment quartier général. Ainsi, pour lutter contre le coronavirus, les gestes barrières ont été observés, à savoir le lavage des mains, le port des masques. Cette réunion de concertation s'inscrit ainsi dans le cadre du renforcement de la défense de la sécurité du pays. En prélude, le général Zakaria Cher Ibrahim s'est entretenu en aparté avec M. Hassan Omar Mohamed, ministre de la Défense, chargé des relations avec le Parlement, avant de rejoindre les membres convoqués à la salle de réunion dont ont pris part à cette réunion le général de division Hassan Ali Kamil, le conseiller du SEMGA, le général de brigade Taher Ali, et donc les responsables des forces de défense et de sécurité, composés de commandants de la garde républicaine, du chef d'état-major de la gendarmerie nationale et du directeur général de la police nationale, du commandant des gardes-côtes et du directeur de protection civile. On notait également la présence de tous les chefs de corps de garnison de Djibouti. Dans le reste de l'actualité, le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawalé, a eu une réunion par vidéoconférence hier après-midi avec le gouverneur du groupe de la Banque islamique de développement et le directeur général de l'International Islamic Trade Finance Corporation, l'ingénieur Hani Salem Sombol, une entité autonome au sein de la Banque islamique de développement. L'accent ayant été mis sur le soutien au secteur clé de Djibouti pour atténuer l'impact dû au Covid-19, à savoir la santé, l'énergie, le développement du secteur privé. Les deux parties sont convenues de l'importance du partenariat, en particulier dans la phase à venir, et la collaboration dans le cadre du programme dit clé. Autre titre que nous allons développer dans cette édition, cette réunion du ministre du Travail ayant été présidée par ce dernier, cette première réunion sectorielle sur les objectifs du projet dit Initiative nationale pour l'emploi avec les agences privées de l'emploi. Ce projet est lancé officiellement par le chef de l'État le 26 octobre dernier, ayant pour objectif de trouver des solutions concrètes au chômage afin d'équilibrer le marché du travail après la crise sanitaire et relancer l'emploi. Cette première rencontre sectorielle marque le début de la deuxième étape de la mise en œuvre du projet dit Initiative pour l'emploi, qui se fait donc en collaboration et l'adhésion des parties prenantes, condition sine qua non à la réussite de cette initiative d'envergure nationale. Lors de cette réunion, le ministre, après avoir souhaité la bienvenue aux dirigeants cadres, des représentants des agences privées de l'emploi, a brièvement résumé la genèse et l'organisation de ce projet dont l'objectif majeur est la création de 5000 emplois pour les jeunes. Un atelier de validation de l'étude de profilage des réfugiés et des demandeurs d'asile initié par le ministère des Affaires sociales et des Solidarités en partenariat avec le ministère de l'Intérieur et avec le financement de l'Union européenne s'est tenu ce matin au Palais du Peuple.
La ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mouna Ousmane Adan, a présidé cette rencontre avec plusieurs partenaires, à savoir le chef de coopération de la délégation de l'Union européenne, Bernard François, du secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussein Hassan Darar, de la représentante du système des Nations Unies à Djibouti, Mme Barbara Menzi, et du directeur de l'Institut national de la statistique, mais aussi de plusieurs représentants et des hauts cadres du partenariat technique et financier. Eh bien, c'est dans ce cadre de ce programme que des solutions pérennes vont être trouvées pour les populations hautes et les réfugiés, que cette étude a été menée en concert avec des chercheurs, statisticiens et l'Institut national de statistique de Djibouti. Ce fut un travail de très longue haleine conduit par le ministère des Affaires sociales et de la Solidarité, de l'Institut national des statistiques de Djibouti, le PAM, l'ONARS, le NRC, le DRC et le HCR. Il est besoin de rappeler que l'objectif de cette étude est d'établir d'une part un profil socio-économique des ménages réfugiés et des demandeurs d'asile et d'autre part de déterminer leurs besoins alimentaires et non alimentaires en vue de leur intégration, comme vous l'avez dit, dans le système d'assistance sociale de santé. Il est l'heure à présent de retrouver la perle de la prière d'Al-Asr. Nous nous retrouvons tout de suite après. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. C'était l'appel de la prière d'Al-Asr. Nous enchaînons toujours dans le cadre de l'accueil des migrants au Palais du Peuple avec l'intervention du chef de la coopération de la délégation de l'Union européenne, Bernard François, qui a parlé du soutien du cadre légal pour les réfugiés vivant à Djibouti. Projet qui s'appelle Solutions pérennes pour les populations hautes, les réfugiés et les migrants les plus vulnérables a été lancé en 2018 et à l'époque, il avait été formulé pour soutenir la mise en œuvre du cadre d'action global pour les réfugiés dans sa mise en œuvre à Djibouti, suite à l'engagement fort du président de la République fin 2016 à l'Assemblée générale des Nations unies, qui avait été concrétisé par un travail juridique dès le début de l'année 2017. Pour en avoir reçu quelques éléments, je voudrais souligner le travail technique de qualité qui a été assuré par le ministère des Affaires sociales et des Solidarités avec l'appui du PAM, du HCR et d'autres agences. Je voudrais rappeler que notre projet Solutions pérennes, destiné donc à aider le gouvernement de la République de Djibouti à mettre en œuvre ce cadre d'action globale en ciblant les réfugiés et en leur permettant l'accès aux systèmes nationaux de protection sociale dans l'esprit de Leave No One Behind, donc dans la volonté de faire des objectifs de développement durable une réalité pour le pays, éradication de la pauvreté et développement qui puisse bénéficier à toutes et à tous. Il faut bien reconnaître que l'engagement politique et le cadre légal qui donne des droits aux réfugiés ne donnent pas automatiquement la solution pour la mise en œuvre. Et c'est pourquoi il faut saluer ici le travail technique qui a été fait et qui permet maintenant, je dirais, de mettre en pratique tout à fait concrètement cette volonté politique que les réfugiés puissent bénéficier des mêmes facilités, on va dire, et d'appui social que les habitants de la République de Djibouti. Je vous propose à présent de suivre l'intervention de la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Madame Mouna Ousmane Adel. Malgré les défis économiques auxquels nous faisons face depuis de nombreuses années, exacerbés cette année par l'arrivée du Covid-19, nous n'avions jamais cessé d'accueillir des dizaines de milliers de réfugiés et de demandeurs d'asile à Djibouti, venant pour l'essentiel des pays voisins. L'accueil de ces populations a pesé un point important sur nos finances publiques et sur nos services essentiels. Et malgré ces contraintes, l'accueil des réfugiés est considéré au niveau officiel comme un niveau populaire, comme une partie intégrante de nos traditions d'accueil, de notre volonté d'offrir à ces hôtes de nos pays voisins les conditions d'une inclusion socio-économique digne et durable. Je me dois de rappeler dans ce contexte les 3 engagements pris par le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, lors du sommet des réfugiés tenu à New York. Concernant l'accès à l'éducation, l'enquête de profilage, objet de notre réunion aujourd'hui, indique que le niveau de scolarisation des enfants âgés de 5 à 14 ans est de 95,5%. Au niveau de la santé et moyens de subsistance, il est prévu d'intégrer à travers le programme en cours Solutions pérennes pour les populations hautes réfugiées est prévu un nombre de 12 500 réfugiés qui doivent être intégrés dans le système de protection. Donc au-delà de la catégorisation de la population réfugiée à laquelle aboutissent généralement les enquêtes de profilage, ce que nous attendons de cette enquête, c'est de nous indiquer les segments sur lesquels nous serons appelés à agir pour fournir l'assistance nécessaire et surtout les mesures d'accompagnement qui faciliteront l'inclusion
par l'activité. En cela, nous appliquons aux réfugiés les mêmes philosophies de lutte contre la précarité que celles que nous développons pour nos compatriotes. En effet, grâce à nos partenaires ici présents, nous envisageons, à la lumière des résultats de l'enquête, d'accorder des transferts monétaires aux plus vulnérables des réfugiés, tout en les intégrant dans les projets communautaires de création d'activités génératrices de revenus. Car il est clair que nous ne pouvons pas nous incommoder de la présence aujourd'hui suffisamment longue de cette population réfugiée si des efforts ne sont pas fournis pour les autonomiser et en faire des agents de développement de la société qui les accueille. Permettez-moi enfin de remercier tous nos partenaires, et je ne vais pas tous les citer, mais bon, je pense que tous on est partenaires sur cette question et on a tous l'obligation d'être engagés pour que les résultats de ces études soient formulés en action et en développer des actions dans ce cadre-là et rapidement les mettre en œuvre. Santé, cette fois, l'équipe du Centre de référence pour la santé et de la reproduction a organisé une réunion technique avec les médecins-chefs du Centre de santé et des polycliniques dans le cadre de la décentralisation du dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus. Eh bien, cette initiative s'inscrit pleinement dans la politique sanitaire menée par le gouvernement en matière d'amélioration de rapprochement des prestations de santé. Les experts médicaux se sont convenus à disponibilité des examens de dépistage au niveau de toutes les structures sanitaires dans la capitale en vue d'étendre cette couverture au maximum. Il s'agit pour le ministère de la Santé de renforcer cette stratégie préventive en permettant aux femmes djiboutiennes de pouvoir se faire dépister dans les polycliniques les plus proches. Du 18 au 28 octobre, au centre professionnel, mais également dans les centres de santé. Aujourd'hui, nous avions organisé une réunion sous les instructions du ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama Diriye. Là, nous avions réuni tous les médecins-chefs et les sages-femmes pour voir ensemble les voies et moyens de décentraliser le dépistage et d'intégrer cette prestation au niveau des centres de santé communautaires. Vous savez que les centres de santé communautaires sont la porte d'entrée du système de santé de notre pays. Pour ça, nous voulons qu'à chaque occasion qu'une femme se présente dans un centre de santé, qu'elle puisse avoir le dépistage de façon systématique et qu'on puisse intégrer le dépistage dans le paquet minimum de soins de santé de base qui est déjà là au niveau des centres de santé. Nous demandons à la population que d'ici janvier, Inch'Allah, nous demandons à les femmes de venir nombreuses au niveau des centres de santé pour demander cette prestation. Nous avons voulu décentraliser cette prestation pour offrir aux femmes un paquet de services holistiques, de qualité et de proximité. Et le colonel Ouahes Amar Boghoré, commandant de garde-côte djiboutienne, a participé par vidéoconférence à l'international des Senior Leadership Symposium. Et bien, cette conférence internationale de 3 jours où sont confiés régulièrement les commandants des garde-côtes et des corps de marine de tous les pays du monde s'effectue tous les 2 ans sous l'égide des forces navales des États-Unis d'Amérique. Et bien, le colonel Amar Boghoré, donc, suite à la crise sanitaire due au Covid-19, eh bien, cette réunion a été par vidéoconférence auquel a pris part le commandant de la garde-côte, ayant signifié lors de son intervention aux hauts leaders des institutions maritimes du monde l'engagement parfait et total des garde-côtes djiboutiennes pour le renforcement de la coopération, de la coordination afin de rendre le monde maritime un endroit plus sûr et plus fiable pour les navigations. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale. Course aux derniers états clés. Joe Biden remporte le Michigan et s'approche un peu plus de la victoire. L'Amérique ne connaît toujours pas le nom de son prochain président. Il faut 270 grands électeurs à un candidat pour être élu. Joe Biden, 264 électeurs. Donald Trump, 214 grands électeurs. L'ancien vice-président de Barack Obama, 77 ans, accroît encore son avance
sur le président sortant, 74 ans. Selon les différentes projections, plusieurs États clés n'ont pas encore rendu leur verdict. C'est notamment le cas du Nevada et de la Pennsylvanie ou la Géorgie. Les décomptes se poursuivent et les écarts se resserrent. L'actuel locataire de la Maison-Blanche a revendiqué la victoire avant la fin du décompte des voix et a annoncé son intention de saisir la Cour suprême afin que toutes les voix et les fraudes cessent, a réitéré Donald Trump sur son compte Twitter. Joe Biden a réagi jugeant les propos de Donald Trump scandaleux et sans précédent. Son équipe a annoncé ce mercredi que Joe Biden était sur le chemin de la victoire. Et dans l'actualité internationale toujours, et concernant le Covid-19, eh bien l'Angleterre se reconfine. Eh bien cette nouvelle passe très mal chez les conservateurs. Eh bien l'Angleterre est soumise à un nouveau reconfinement national à partir de ce jeudi. Depuis minuit, pubs, bars, restaurants et les commerces non essentiels doivent rester fermés jusqu'au 2 décembre. La population est juste autorisée à aller au travail, à acheter de la nourriture ou faire du sport. La décision a été confirmée par le Parlement hier soir. Fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Excellent après-midi à toutes et à tous.